Rebonsoir. J'espère que vous avez apprécié le film autant que moi. On va avoir l'occasion d'en discuter. Pour en parler, je vais appeler Samuel Ekomol, qui est le producteur du film. Je l'invite à nous rejoindre sur scène. You can come on stage. On peut l'applaudir bien fort. Donc il est producteur, mais également activiste, issu de la communauté Turkana, qui est à l'honneur dans ce film. You can sit down. Thank you so much. J'appelle également, puisque le thème ce soir est équité climatique, femmes en première ligne, deux femmes qui viennent de deux pays différents. Aminata Draman Traoré, qui est venue du Mali, qui est ancienne ministre de la Culture au Mali et qui est également universitaire, qui est également activiste. J'invite à me rejoindre sur scène. Et pour compléter le panel, Luisa Cavalcante, qui vient du Brésil, de la région du Nord-Est, la région du Pernambuco, qui est agricultrice, activiste, féministe et aussi afro-écologiste, pour l'afro-agriculture. Voilà, elle nous en dira plus sur son travail. Merci beaucoup pour votre présence. L'idée, c'est vraiment qu'on échange à la fois sur le film, mais également sur les enjeux tels qu'ils se présentent dans d'autres territoires. Thank you so much, Samuel, for being here. First of all, I would like to know what sparked the creation of the film. What was how did you initiate the project, and how, it was a long film. It lasted 4 years to document the life of your community. So, what was the first idea? All right, the film took approximately 4 years, and during the first year, we spent nearly half of the year building trust with the community, trying to connect the producing team and the community, and also ensuring there is maximum collaboration from the community and also the producing team. So finally, the elders allowed us and blessed us to kickstart the process. And the reason why we came up with this story, actually I'm from the community that the film is filmed from. I and Moses, also the co-director, is from a nearby town, from our village, is leading a youth movement of activism. We usually coordinate with him in the process matters concerning youth and women. We saw that this community had a unique culture, traditional culture, that is becoming extinct due to various factors like mostly climate change, government policies, and tribal conflicts. So we saw this culture is becoming extinct, and we thought of maybe in the next 10 years or 20, it will be a thing of the past. People will forget their culture and start living aimlessly. So we felt there is a desperate need to share this story with the whole world so that we can reason together, we can resonate together, come up with ideas to make a breakthrough to elevate this situation or this community from this impending danger. Yeah. Thank you so much. And how did your community react to the film? How was it for them to see themselves in the film and to see how their extinction is programmed to the next 20 years? Actually, it's a strange thing to them. For the first time,
even to see themselves in a big screen like this, to see themselves being seen across the globe by large audiences, by people of different races, different ideologies. So it was a privilege to them at the same time that finally maybe their problem is getting to be understood by the whole globe, by people with different ideas, and they are hoping that after this, they may be getting more and more advanced lifestyles, or they will be able to ensure that their culture is safeguarded, or they may be able to lead a different lifestyle because the current lifestyle they are living is not something that can be able to sustain them for a longer period of time. Actually, it is extinct. Thank you so much. So we'll open the floor to the women. On va ouvrir la conversation aux deux femmes qui sont présentes. Pour commencer, avant de vous donner la parole, je voulais citer deux écoféministes qui sont notables. Vandana Shiva, qui est indienne, qui dit que l'exploitation de la terre-mère et l'exploitation des femmes ont beaucoup de points communs. Les deux sont des formes de violence. Et je voulais citer également Wangari Maathai, qui dit « La nature, en tant que femme, a été violée. Et nous, les femmes, nous subissons les conséquences de ces violations incessantes de la nature ». Et donc pour ce panel, je souhaitais mettre en lumière la manière dont les femmes étaient affectées par le changement climatique en invitant deux femmes. Je vais commencer par vous, Aminata Traoré. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière, dans votre travail, vous sentez les effets de ce changement climatique sur les femmes qui sont autour de vous et peut-être sur vous-même en tant que femme africaine ? Merci Urokaya. Bonsoir tout le monde. Nous sommes au cœur d'une situation qui, de mon point de vue, aurait dû bénéficier de la plus grande attention de la part de nous-mêmes, des décideurs, mais aussi, disons, tous ceux qui s'intéressent à la situation de ce qu'on appelle le Sud global, dont l'une des douleurs se situe à ce niveau. Moi, je suis sahélienne, malienne, dans un contexte aujourd'hui de guerre. Ce que le Mali évoque quand on dit Mali et d'autres pays du Sahel, c'est d'abord les questions que le discours dominant a décidé de mettre sur la table, c'est-à-dire le terrorisme, la question migratoire. Et quand on passe aux femmes africaines, c'est d'abord leur ventre, la démographie, l'importance de la jeunesse, qui, au lieu d'être perçue comme une richesse, est considérée comme une menace. Bon, toutes ces questions, vous les connaissez. Mais comment se fait-il que une réalité, cette crise, c'est une crise existentielle, c'est des hommes qui disparaissent, des communautés qui disparaissent, qui se débrouillent seuls, chacun de son côté, parce qu'il s'est passé des choses. Il y a eu et on se souvient, les années 70 et 80, la grande mobilisation, We Are the World, qu'est-ce qu'on n'a pas fait au sujet de la sécheresse, de la désertification, mais c'est resté lettre morte. Et en ce moment, moi, ce qui me chagrine, ce qui me fait mal, c'est que quand on commence à égrener les causes des maux de l'Afrique subsaharienne, et délibérément, on occulte cette dimension, alors que les séquelles des grandes sécheresses des années 70 et 80 sont à l'origine des crises que nous traversons aujourd'hui. Ce qu'on appelle les djihadistes, en tout cas pour ceux qui sont de cette région, une bonne partie de ceux qui prennent les armes aujourd'hui sont des victimes de cette situation qu'on n'a pas pris au sérieux. Donc, comme le but du film, c'est-à-dire ceux qui sont
dans cette situation dramatique, espèrent que les images peuvent contribuer et peut-être à impulser le débat sur cette situation, à regarder de plus près ce qu'elles vivent. Mais malheureusement, parce que je suis nuit et jour, je me pose des questions sur finalement qu'est-ce qui compte le plus pour nous et dans l'imaginaire politique des gens du monde, dans le regard de l'Afrique sur elle-même, qu'est-ce qui compte. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas la question du climat. Merci beaucoup. Louisa Cavalcante, vous êtes agricultrice et vous travaillez sur la reconnexion avec des savoirs ancestraux qui ont été, avec lesquels les populations brésiliennes et afro-brésiliennes ont été coupées du fait de la colonisation. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce travail et de la manière dont ce travail présente une forme de résistance par rapport aux incidences du changement climatique ? Então, boa noite. Esse trabalho, ele vem... Tem uma coisa que linka aqui com o que a companheira fala sobre a juventude. E quando a gente está buscando, com a afroecologia, o cuidado das naturezas, essa juventude ela é necessária e importante para que a gente possa ter mudanças, para que tenhamos sucessão nas transformações sociais, no cuidado às vidas, às naturezas. As mudanças climáticas têm impactado nossas vidas, especialmente a nós mulheres, nesses campos, mediante como capital do grande mundo chega para nós. Chegam em formas de violação dos direitos, chegam enganando as populações, as comunidades, apresentando projetos de desenvolvimento. Ou seja, tira de nós o envolvimento da comunidade. Tira de nós o direito a ter um povo organizado, ter água limpa, saudável, o direito ao território para continuar plantando, o direito ao território para continuar cultuando e celebrando as nossas memórias ancestrais, os conhecimentos dos nossos e das nossas mais velhas. Então, chega para nós dessa forma essas mudanças. E a gente fica também se perguntando, afinal, quem se beneficia com tudo isso? Por que é que os povos ditos desenvolvidos, com tanto dinheiro, por que eles não pensam ou repensam essa aplicação de capital nas nossas comunidades, que são comunidades negras, são povos pretos que lhes são negados os direitos. Assim como na África e nas Américas, no Brasil, particularmente. Povos indígenas são nós, povos tradicionais. Selon les Nations Unies, 80% des déplacés climatiques sont des femmes. Elles ploient de manière disproportionnée sous le poids de ces variations climatiques. Elles sont souvent les premières à en ressentir les effets dévastateurs, notamment des catastrophes naturelles, mais pas uniquement. Et elles subissent aussi des conséquences disproportionnées, notamment en matière de santé reproductive et de sécurité alimentaire. Aminata Traoré, on sait que vous êtes beaucoup engagée pour justement remettre au centre de la carte la production locale malienne. Est-ce que vous pourriez parler de cette initiative? Et vous-même, Louisa Cavalcante, vous êtes agricultrice. Vous dites que vous faites de l'afro-agriculture. Est-ce que vous pourriez également nous en parler? Je vais demander d'abord à Aminata Traoré de nous parler de ce qu'elle fait depuis une trentaine d'années, je crois, maintenant, à Bamako. Le micro. Moi, j'ai l'intime conviction que les femmes, elles ne font pas partie de la solution, elles sont la solution. Si on se donnait la peine
est d'inscrire l'analyse de la situation dans une approche systémique, le local et le global. Ce que je constate, les pertes de connaissances et de faute de réflexion sur nous-mêmes, qui sommes-nous, que sommes-nous devenus dans le cadre de le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Dans ces zones, moi je me suis mise à... J'aimais ça. Je me suis dit qu'il ne suffit pas de... Ce combat nécessite aussi de la créativité. Bon, je me suis investi dans la transformation des produits locaux et la construction en matériaux locaux et la nourriture, tout ce qui a tendance à disparaître parce que remplacé par les pâtes importées, les sandwichs, les gens vont jusqu'à mettre la banane plantain dans du pain, se nourrir avec ça. Et les maladies, les femmes, bien entendu, sont confrontées à cette réalité, mais les gens sont maintenus dans une ignorance crasse du lien entre la dégradation de l'environnement, tout ce qui se perd, et ce que nous devenons, parce qu'il y a une substitution de biens importés à ce que nous devrions pouvoir transformer localement pour vivre en bonne santé. Les gens ne savent pas. Alors, les images qui nous viennent de l'extérieur, je crois qu'en Amérique latine, tout se débat sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie. Et bon, c'est Buena Bibir. Bon, au niveau du mouvement social mondial, on avait eu ces débats-là. Qu'est-ce qu'on donne aux gens à voir et à consommer aujourd'hui pour être en conformité avec leur cadre de vie, leur environnement? Un pays comme le Niger, mais aussi le nord du Mali, et même tout ce qu'on pouvait trouver dans l'environnement immédiat pour fabriquer de belles nattes, il y a énormément de belles choses qui sont en train de disparaître du fait du réchauffement climatique, mais aussi de la substitution de produits importés à ce que nous consommons. Donc on est dans un double dilemme, et il y a la violence du système a un impact considérable sur les écosystèmes, mais aussi le monde devenu, disons, un gigantesque marché inondé par des biens, pas nécessairement des biens de qualité, et amène les gens à s'approprier des solutions qui sont en fait, qui nous posent plus de problèmes qu'autre chose. Une bonne partie des maladies, les maux de ventre, qu'il s'agisse des enfants, des femmes elles-mêmes et toute la famille, découlent aujourd'hui du fait que les gens ne savent même pas ce qu'il faut manger. Et je crois qu'il y a certaines études qui établissent qu'une bonne partie des pays du Sud, notamment l'Afrique, les décès, les maladies et les décès liés au sucre, à l'huile, et tout ce que nous allons devoir ingurgiter, et précisément parce que nous ne pouvons plus vivre de l'agriculture, nous ne pouvons plus vivre de l'élevage. Et si vous voyez les images des grandes sécheresses, ce que devient le bétail, je ne vais pas... Bon, la situation parle d'elle-même, je n'ai pas besoin de la décrire, mais pour ce qui est des femmes, la division sexuelle des tâches veut que de toute façon ce soit elles qui prennent en charge les biens dont, disons, les gens ont besoin, surtout l'eau. Il faut aller chercher de l'eau. Les hommes peuvent être impliqués dans la quête de l'eau quand les puits s'achèvent et qu'il faut aller chercher l'eau plus loin. Ils peuvent aller en charrette. À partir de ce moment-là, ils s'impliquent. Mais au jour le jour, c'est entouré des enfants. C'est les femmes qui doivent aller chercher l'eau, la nourriture, les soins de santé, liés au fait que la disparition du couvert végétal et de ce dont les gens ont besoin pour vivre décemment dans ces zones-là. Louisa, vous entendez Aminata dire à quel point les produits locaux, les savoirs ancestraux en termes de fabrication de denrées alimentaires se sont perdus et finalement qu'il y a une appétence plus grande pour les produits industriels, les produits importés, et que finalement les personnes perdent un peu le goût pour des produits qui pourtant leur faisaient du bien. Vous, en tant qu'agricultrice, comment vous travaillez justement pour reconnecter les populations de 2024 à des savoirs qui datent de plusieurs siècles ?
Então, isso é uma boa pergunta. A gente tem feito um trabalho de, por exemplo, mutirões. Mutirões que estão se propagando lá no Pernambuco, particularmente, mas todo o Brasil, os sítios agroecológicos estão fazendo esse formato de receber outras pessoas, especialmente juventudes, para vivenciar o trabalho de cultivar a terra. Plantar o alimento, colher o alimento, comer este alimento, né, e distribuir para outros. Isso tem sido muito importante para dar enfrentamento a essas mudanças. Esse é um aspecto. O outro é justamente as feiras agroecológicas. Levar para as feiras, fazer com que o povo acesse as feiras. Porque, a exemplo do que acontece, do que você descreve, também acontece conosco lá. Tem os atacadões, eles chamam, atacadões. Grandes redes de supermercados, a cada esquina surgindo um, assim como surgem as igrejas pentecostais. A cada esquina, uma igreja e um atacadão. E isso vai tirando a força das feiras comuns, das feiras públicas, que é um espaço maravilhoso que se tem. Hoje eu vi que aqui na cidade tem feiras, né, com diferentes produtos, desde o alimento a roupas e outras coisas. Então, lá a gente tem essas experiências e querendo fortalecer cada vez mais, porque é uma maneira de dar enfrentamento a essa indústria que chega processando tudo, né? Que chega dizendo que é o melhor. Os fast food da vida. E, muitas vezes, a gente recebe jovens que não sabem como que se planta o feijão ou como ele nasce, como é que brota o feijão. Como que é ele, sabe? E a gente vai mostrar todo o processo, né? Olha, a sementinha que cresce, a flor, a bagem, né? A colheita, o secamento ou não. E como que você põe na mesa, né, esse produto. É outra relação com a natureza. Isso não é fácil, mas isso é um processo bem bonito, bem forte, que é um lugar que precisa, sim, de apoio, que precisa de investimento, para que se possa plantar mais. Outra iniciativa nossa é dizer para quem mora no urbano e não tem terra, não tem espaços, que qualquer espaço, até a varandinha da cozinha ou o muro do beco das casas, são lugares para plantar. Que você pode colher o seu alimento, mesmo que seja num copinho. Pega um copinho, pega um vaso. Mas é possível, sim. Ah, mas está tudo de concreto? É possível, sim. Põe lá um caixote, uma caixinha e faz. Pega teus restos de alimento, de frutas, verduras, cascas, e produz uma adubação. Ah, comeu ovo, lava a casquinha, põe para secar. Vai fazer também adubação. Então, trabalhar esses conceitos, né, e essas experiências tem sido para nós muito importante e é a maneira que temos encontrado de dar enfrentamento. Merci beaucoup, Samuel. In your film, you speak about the nature. You speak about the nature being angry against you. About your behavior, and you say that humans must not upset the spirit of nature anymore. So, what are the tools that you have, thought about in order to make sure that the spirit of nature is not angry anymore? And is there, something that is done to reconnect your people to what was more in harmony with the nature before? Yeah, thank you very much. About the nature being hungry with the community is actually contributed by what is happening currently in the community or in the entire region. To start with government policies, initially the community used to live in a free manner. They used to migrate with their livestock freely, following rains, from one place to another, that is transhumance. But now the government has set
political boundaries and community boundaries, such that the movement is limited, the migration is limited, everything is limited. Even communicating with the ancestors, they no longer do rituals to appease the nature because of the government policies. I will give an example. One time in our village where elders wanted to appease the nature for rains. They wanted to pray for rains. And they usually conduct it in form of offerings. That is, they roast meat, they roast it. But the government policies restricted all these activities, terming some as witchcraft, terming some as incitement to young people to go and carry out trade. So there was a lot of misinterpretation of that. So the community believes that as a result of these modern attitudes, their nature is angry at them. There are no longer rains. They believe that this climate change is brought by that angry of the nature. So the second thing is about civilization, because at some point they believe that they will no longer be able to keep large herds of livestock like they used before because of the space. It is limited. Because of the boundaries, it is limited. So they have to change their lifestyle. They have to change their way of doing things. They have to embrace new change. But it's difficult to do so because they don't know where to start. So that is a brainstorming question. But to me, as a person from the community, I believe the best way to reconnect the same people with nature is to give them freedom, is to listen to them, listen to their dynamics, and give them enough space to appease their nature. Because at this moment, some of them have lost total connection with the nature. Those ones are termed as outcasts and people who have lost direction in the community. They don't belong anywhere. So it is good as a globe, as a one people, to listen to these people, to heed to the call of this film, and think the best way possible to make a major breakthrough and change the narrative. C'est une question pour vous trois. Le film montre à quel point les effets de la sécheresse créent du conflit, créent de la division et poussent les populations à se confronter, les anciens voisins, à devenir des ennemis. Aminata, tout à l'heure, vous avez évoqué la manière dont on parle d'insécurité, comment dire, on perçoit l'immigration comme un danger, on met même les populations en danger. Qu'est-ce que vous percevez dans vos environnements? C'est une question vraiment pour vous trois, hein, dans vos environnements quotidiens, en termes de conflits qui pourraient être résolus simplement par le respect enfin, je ne sais pas si la nature est le bon terme, mais en tout cas le respect de l'environnement, tout simplement. Moi, je me dis que il s'est passé ces dernières décennies des changements considérables, quoi. Les existences sont bouleversées et par des choix économiques et politiques qui nous dépassent tous et à tous les niveaux. En tout cas, les citoyens ordinaires subissent des décisions qui disent que ce qui est important aujourd'hui, c'est la concurrence. La concurrence, on est mis en compétition partout, tous les uns contre les autres, y compris dans ces communautés-là. Et donc, les villages, les voisins, on a connu, moi, ma génération, on a connu des formes de solidarité au niveau local qui permettaient aux gens de faire l'économie de certains types de conflits. Il n'y a pas de société sans conflit, mais on avait les moyens de les résoudre. C'est vrai que ces sacrifices, il y a des choses qui apaisent et qui permettent aux gens de vivre ensemble. Mais moi, je pars du fait que l'environnement, tout ce dont nous parlons ici,
il s'agit, c'est la question des communs. Qu'est-ce qui nous appartient à tous? Et la gouvernance des communs. Et comment poser cette question maintenant sous cet angle? Dire aux gens si, parce qu'il y a un véritable divorce entre les décideurs politiques et ceux qui ils sont censés représenter. Et si nous moi, en tout cas, je me dis que si je ne dis pas qu'il y a une meilleure façon de résoudre, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une lueur d'espoir si nous posons à tous les niveaux, les communautés rurales, les quartiers pauvres, les villes, qu'est-ce qui nous est arrivé et pourquoi ce système capitaliste qui a infiltré les moindres interstices de nos sociétés et pousse les gens à s'entretuer. En fait, moi, j'ai une expérience des villes, les quartiers pauvres. J'ai décidé de m'installer dans un quartier défavorisé que j'ai transformé avec les habitants. Mais je sais ce que pensent les gens. Et parce que d'un côté, les gens ont envie de s'impliquer, de prendre en charge, planter des arbres, les protéger. Mais dans le même temps, les gens se disent, mais qu'est-ce que ça m'apporte, puisque par ailleurs, surtout au niveau le plus élevé, ceux qui sont censés le faire ne le font pas. Et surtout, mais la question au Rokhaya, c'est que tout le monde dit, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne en protégeant la nature? Et les femmes entre elles, il y avait des formes de prise en charge du travail dans l'agriculture et dans la transformation des aliments. Entre femmes, il y a des formes de solidarité extraordinaires qui permettaient de faire l'économie des conflits. Maintenant, on y arrive difficilement parce que tout le monde galère, tout le monde court, mais surtout parce qu'on a mis dans la tête de chacun que le plus important, c'est le bien posséder et le bien consommer. Les femmes sont prises à ce piège-là. Donc, développer, penser l'alternative en termes d'écoféminisme et d'écologie, c'est l'inscrire dans les mutations qui sont en cours, les images qui nous parviennent, ces images que nous consommons. Il n'y a pas un seul pays africain aujourd'hui où les gouvernements ne fournissent pas d'efforts en termes de transformation des produits locaux. Donc les femmes s'organisent, constituent des associations et elles font sécher les produits et pour les conserver. Et en cas de difficulté, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une économie dans ce domaine-là. Mais ce que je constate, c'est que tous ces produits transformés par les femmes, qu'il s'agisse du poisson, qu'il s'agisse du fonio ou bien des boissons, ceux qui les incitent à s'organiser sur cette base ne consomment pas ce qu'elles produisent. Il n'y a pas de marché pour les produits écologiquement sains et qui devraient constituer un marché, notre marché, au lieu d'attendre que... vous voyez ce marché, mais il suffit d'allumer votre télévision pour voir la pub, mais l'alcool coule à flot et les cubes magie, tout ce qui tue bénéficie les images servent d'abord les industriels, ces produits qui sont destinés, c'est un peu partout. Hein. Et c'est ce que nous consommons, en termes d'alimentation et le lien avec les maladies, c'est connu, mais c'est particulièrement grave dans nos pays où la concurrence, les médias dominants et même les médias locaux vivent de la publicité de ces produits. Donc écologiquement, vous ne pouvez pas avoir de marché parce qu'il n'y a pas de discours sur les bienfaits de ces produits. Et il y a quelqu'un qui va applaudir. Vous pouvez. Hein. J'ai entendu des petits applaudissements. Et vous, Louisa, j'imagine que vous constatez également la manière dont ces publicités influencent les goûts des consommateurs et des consommatrices. Donc, j'aimerais bien vous entendre à ce sujet-là, mais aussi vous entendre sur les éventuels conflits que génère cette difficulté à accéder à de bons produits et à des produits sains. Okay. No Brasil, os conflitos eles são um tanto diferentes dos conflitos
descritos e vistos no filme. No Brasil, os conflitos, eles vêm, a gente diz, de cima para baixo. Quem tem poder de decisão, poder de fazer as leis, de aplicá-las, quem tem a polícia na mão, quem tem a milícia ou compõe a milícia, são essas pessoas que criam os conflitos no Brasil. São essas pessoas que matam mulheres, que matam a nossa juventude, que matam os nossos povos tradicionais, pretos ou indígenas. A gente está vivendo isso. Muita violência no campo e na cidade, no rural ou no urbano. É muita violência, muita violação dos direitos. O feminicídio está solto. A polícia que deveria nos proteger é a polícia que também nos mata. A polícia que deveria estar cuidando de ser justa é a polícia que causa as injustiças. Hoje, ser preto, especialmente ser jovem, ele ou ela, ou eles, no Brasil, é um risco. Nós, mães, se a noite não dormia, não dorme mais, nunca mais dorme em nossos olhos. Porque a gente tem medo, vive com eterno medo, de que nossos filhos, nossos netos também, eu já sou avó, menina de 12, de que estejam no portão de casa e, de repente, uma bala perdida não tem, mas a bala que atinge, o medo de que a polícia que vai passando atinja, medo impede que a gente durma. Então, os conflitos, eles têm um outro lugar. Os conflitos estão nas empresas internacionais que chegam no Brasil querendo implantar esse desenvolvimento. Oferecem riquezas inacessáveis. Oferecem trabalhos que não existem. Tiram nossa terra, violam os nossos corpos de mulheres, contaminam nossa juventude, nossas águas. Somos impedidos de ser gente. Os conflitos são esses. Isso precisa parar. Chegam no nosso quintal, implantam uma torre, desvastam tudo que a gente tem e implantam uma torre porque se precisa de transição energética. Se precisa de energias limpas. Mas a Europa está precisando de energia. Porque os estudos dizem que no Brasil, só daqui a 2080, talvez se precise desse tipo de energias. Nós somos suficientes, sim, em energias. Mas tem hoje parques imensos, chamam de parques. E isso é uma violação sem tamanho, porque nas nossas memórias o parque é aquele lugar que a gente vai com a família brincar. O prefeito desta cidade me dizia hoje que um dos prazeres dele na administração é cuidar dos parques. Eu fiquei muito alegre com isso, porque o parque é necessário para que a gente também tenha mais vida, para a gente vai encontrando o bem viver, se encontrar no parque, não é? Como é que está? Jogar um dominó, uma dama, um xadrez, não é? Namorar, brincar com as crianças, é muito bom. Entretanto, essas empresas chegam dizendo que vão implantar um parque. É um parque de morte, de devastação, porque são áreas imensas. Pensem vocês que precisa de 4 espaços deste para uma base, são 4 bases para elevar a torre. Isso é a torre de transmissão da energia eólica. E a base para a torre de eólicas é muito maior a devastação. E isso está implicando em nossas vidas. Isso é feito no nosso quintal. Nossas casas ficam rachadas. E as cisternas, que é aquele lugar de guardar as águas, né, para que possamos dar enfrentamento. Eu olhava o filme e pensava, eita, se tivesse uma cisterna para aquela chuva que caiu. Pensava isso, né? E também ficam rachadas essas cisternas. Os animais
começam a ficar endoidecidos, assim como as pessoas também, porque tem um negócio que faz assim na nossa frente, 24 por 24 horas, sempre, fazendo uma sombra que passa. Os animais, eles ficam pulando, como que, né? Se algo aproximou, se ele pula. Imagina, sempre isso. As águas de beber não nos servem mais. As plantas, a maioria de nós, sabemos cuidar com as plantas, fazer nosso remédio, nossa medicação. O nosso chá e o nosso alimento não servem mais, porque essas hélices soltam a resina oleaginosa, composta por pó de vidro, especialmente. Conseguimos pegar fragmentos de uma delas que caiu atrás de uma casa. E um dos componentes é pó de vidro, que gruda sobre as folhas, faz uma nata na água, mas em nossas peles vai abrindo os poros. Vai abrindo os poros, deixa a pele toda enferma. Anotem, tem um filme pequenino chamado Vento Agreste. Se passa numa comunidade de Pernambuco, lá no Agreste de Pernambuco, pertinho de mim. Vento Agreste mostra exatamente tudo isso que a gente está falando. Então, essas situações são impostas contra nossos povos, pretos e indígenas. Sobre comunidades, eles se chamam de corredores, né? É o corredor do vento. Ao longo do corredor do vento, você só vai encontrar quilombolas, sem terras, ou com terras, né? Hoje, assentamentos da reforma agrária, quilombos, aldeias indígenas, comunidades pescadoras, vão implantar no mar. Já tem. O Ceará, especialmente, o povo pescador, eles e elas, mas especialmente as mulheres são afetadas nesse processo, já estão impedidas de passar para pescar ou de tomar seu banho. E os cemitérios, os sagrados, os nossos sagrados, também são atingidos. Tudo isso são violações, são conflitos que nós não buscamos. Que não é nós contra nós, é eles contra nós. E esse eles ultrapassam os oceanos. Quem financia esse nós ultrapassa o oceano. E esse financiamento poderia ser para gerar vida, para fortalecer as vidas, as comunidades, para impedir que daqui a 20 anos se tenha um povo extinto, para impedir que nossos pajés, nossos caciques sejam exterminados lá no Brasil, para impedir que nosso povo de matriz africana sejam exterminados como Mãe Bernadette, ou como Nega Pataxó, ou como Lobo Solitário. Agora, recente, antes de eu vir para cá, chega e mata as nossas lideranças. Para continuar, para enfraquecer a nossa resistência, mas não enfraquece. Como diz no movimento de mulheres, pode podar que a gente rebrota mais forte. Mas não queremos esse tipo de poda. A gente quer vida. A gente quer viver. A gente quer estar aqui, ó, sentado com vocês, falando de outras coisas, falando de coisa boa. Não só falando disso. A gente quer um dia sentar para conversar de vida, de alegria, e não dos conflitos que nos afligem. Não queremos continuar sendo afligidas, sendo exterminadas. Está acontecendo isso sempre, não é a gente contra a gente. O que nós precisamos é tão bonito quando Samuel diz, liberdade. Precisamos de liberdade. Liberdade é a palavra. A liberdade de viver, a liberdade de produzir, de ter território, a liberdade de construir nossas casas, de criar os nossos animais, de produzir o nosso alimento, de fazer as nossas feiras, de trocar entre nós a produção. Queremos essa liberdade, a gente sabe fazer, e fica nos impedindo de dar conta do que a gente sabe, de ser feliz, e a gente quer ser feliz. Merci.
Samuel, la question de la résistance a été évoquée par Aminata et par Louisa. Dans votre film, on voit des populations qui subissent. On voit aussi cette femme qui est chargée d'essayer d'organiser la paix. Qu'est-ce que vous avez observé comme mode de résistance et comme création, peut-être de quelle créativité votre population, vos camarades, votre famille a organisé pour essayer de résister à ce qui s'abat sur eux? Maybe you can repeat it again in English. Yes, sure. So there is someone who is paid to do that. So, like, I'm sure you did. So Aminata and Louisa told about how people were resisting to create new ways of producing food, new ways to exist in the world. So in the film, we see that your people are facing major changes due to the drought. But if we can see that woman who is a peacemaker, but I would like to know more about how people organize themselves to resist, how they create new solutions to face the danger and the danger of extinction. Do you have some examples, some concrete examples of ideas that they've had to face the climate change? Yes, we had some local dynamics that people themselves tried to organize and come up with some of the solutions to the problems they are facing. For example, the lady that you saw in the film talking about peace, actually she's an activist working within the pastoral communities because there are constant clashes due to limited pasture. People keep on following rains, following little pasture, and they end up clashing, fighting, losing lives. So that lady is an activist working tirelessly to ensure there is peace between communities. Instead of focusing on the climate change, people are focused with other things like fights, like raids, like killing each other. So we have a system of elders in the community, from various community elders. We usually conduct peace meetings twice a year so that we can prevent more deaths from constant fights. On the issue of climate change, we have tried as a youth movement in our place to empower people, to educate people on the importance of planting trees. Because at the moment as we speak, there is a place that records daytime temperatures of over 30 degrees. It is unbearable for life. It is unbearable for small children. It's unbearable for old people. So we've tried enough to plant trees. Some might grow, some others might dry up, some others might be destroyed, but we are still faced with a major challenge of people having no option to survive, rather than cutting down trees to make their living, to burn charcoal and sell them to make their living. Because when the climate change hits them, for example, drought, their livestock will be finished. They will be left with one option, only to cut down trees, make charcoal, and look for food. There are no jobs. So we have some of the measures that we've put in place to ensure people navigate through these hard times. But they are limited. We've tried to involve the local authorities. We've tried to involve the government officials, but it's still futile. For example, we have big forums on climate change, like the COP27, COP26. It is usually conducted in towns, big cities, addressed to the wrong audience, that's according to their perspective, because we are addressing a population that is already informed. They know what's going on. But these people at the corner of a certain country are not involved. There is no media.
There is no screens, there's no news. We are assuming they are living out of ignorance, but it's not. We need to do something. We need to do a tangible action to involve these people in protecting the natural world. We are losing a lot. We can't keep on postponing this problem. For example, some of us who are living in Europe, we might not be sometimes or consistently feel the impact of this climate change, like the daytime high temperatures. But we cannot just sleep, close our ears in the essence of postponing this problem. We need to ask ourselves a question. How long can we wait? Because a justice delayed is a justice denied. We cannot keep quiet, watch this thing escalating until when it reaches us, so that we can wake up. We need to do something as early as possible. We have generations that depends on us. We have more generations to come that deserve good life. So as a result of our effort, let us protect the life for our future generations. Like I've said, we have tried through the local dynamics to mitigate this situation and make it adaptive to the local population. But it's not giving or siring good results that we expect. We need extra support to make this happen. Thank you. Thank you. C'est le moment d'ouvrir la conversation au public. Donc, je vous propose de vous signaler si vous voulez poser des questions à nos intervenants. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on vous sera reconnaissant et reconnaissante d'être concise si vous avez des questions à poser pour qu'on puisse tirer profit au maximum de la parole de nos intervenantes et de notre intervenant. Des micros qui circulent en bas, mais aussi au niveau du balcon. Ok. Ok, merci. Bonsoir. D'abord, félicitations pour le film et puis pour les personnes qui sont invitées ce soir. Alors ma question s'adresse à vous trois. Cet après-midi, il y avait un film sur le Kenya aussi où on voyait que les Mau Mau sont victimes d'injustice. Ils n'ont pas accès à des terres. On sait aussi que les Maasai sont victimes aussi d'injustice puisqu'on les chasse pour faire place nette pour des parcs soi-disant naturels à des multinationales notamment. On fait du greenwashing qui gère ces parcs. Puis on fait du beau tourisme avec notamment des Européens et des Nord-Américains, mais aussi les élites de tout un tas de pays du Sud. Donc il y a ce combat-là. Et puis au Brésil, malgré l'arrivée de Lula, il y a aussi ce genre de phénomène qui se produit. Donc ma question, c'est comment faire pour peser sur les politiques de vos pays, que ce soit au Kenya ou au Brésil. Alors, au Kenya, c'était très clair cet après-midi qu'ils ne faisaient rien. Donc pour qu'ils résistent face aux pressions des multinationales qui sont très fortes. À la fois les multinationales de l'économie industrielle, environnementale, etc., soi-disant les énergies propres aussi, mais les multinationales aussi du tourisme, voire même des droits humains en matière écologique. Ça a été documenté dans un certain nombre de films aussi et de livres, qui, sous prétexte d'amener la bonne parole écologique, tous ne sont pas comme ça, bien sûr, mais certains le seront, des grandes ONG, dénoncées par des militants locaux. Donc ces multinationales saccagent ce que vous avez dénoncé, c'est-à-dire saccagent un mode de vie, des gens qui sont là depuis des centaines, des milliers d'années. Voilà, la question c'est ça, mais je voulais décrire pour ne pas être ensuite caricaturé ou ramener à, voyez, à quelque chose, voilà, c'est pour être clair, merci. Donc la question c'était donc, je répète, comment vous arrivez à agir avec vos politiques à vous,
au niveau local et national. Merci. Merci. Avant que vous répondiez, je propose qu'on prenne 2 autres questions. Comme ça, vous répondrez aux questions auxquelles vous souhaitez répondre. Et puis, ça me permettra de gagner un petit peu de temps. Merci. Il y a des personnes qui veulent parler là-haut? Non? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, bah, je vous propose de répondre en attendant que... Ah, si, pardon. Merci. Enfin, c'est sans doute redondant ou peut-être pour compléter la réponse que vous pourrez apporter. J'ai assisté la semaine dernière donc, à l'échange sur genre et environnement et on a beaucoup parlé des actions en justice qui étaient intentées par des particuliers soutenus par des ONG pour mettre en cause la responsabilité de l'État, des multinationales en matière d'environnement. Donc pour compléter, parmi les choses qui sont faites au niveau local, est-ce que de votre côté aussi, il y a des choses de ce type qui sont faites? Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe la parole à nos intervenants? Oui, une question dans le fond. Non, mais c'est bien d'avoir le micro pour tout le monde. Peut-être pour les 2 personnes femmes ce soir, plus que pour vous, mais ces 10, 20 dernières années, est-ce que vous avez vu une évolution justement de la place de la femme en première ligne ou en deuxième ligne ou en troisième ligne? Est-ce qu'il y a une vraie évolution? Est-ce qu'il y a un rétropédalage en arrière? Voilà, juste un peu votre écho là-dessus. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre. Qui veut répondre en premier? Aminata. Je vois que vous avez le micro à la main. Oui, à votre question, moi je pense que ce qu'il faut cultiver davantage, c'est de peuple à peuple. Je ne crois pas aujourd'hui que il y a tellement de similitudes entre nos sociétés. Parce que quand je regarde, moi, le sort des agriculteurs et dans vos sociétés, et je ne peux m'empêcher de penser aux cotonculteurs africains. Le coton, si toute cette question de ce soir, qu'il s'agisse des femmes et des sols, et de la création de richesses, des inégalités, s'il y a un domaine qui parle, moi qui me parle en tout cas, parce que du développement ou de ce qu'il est censé être ou n'est pas censé être, parce que nous, le projet de l'Occident de tout temps, c'est de faire de nous civiliser. C'est un projet civilisationnel qui est à l'œuvre au nom du développement depuis toujours. Ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous sommes censés faire, doit contribuer à la création de richesses au nord, produire c'est la question des profits. C'est le profit qui est au cœur de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Parce que ce que nous faisons de l'environnement, ce qui se passe aujourd'hui en matière d'environnement dans nos sociétés, c'est comment tirer le maximum des richesses du sol et du sous-sol et les céder aux grandes entreprises et qui sont avec la complicité de nos propres dirigeants, parce que c'est les mêmes intérêts. Vous entrez en politique, ce n'est pas pour sauver le peuple, c'est pour faire de l'argent. Tout est devenu une marchandise. La démocratie, moi j'ai envie d'y croire, mais j'ai du mal. Donc le développement, j'ai envie d'y croire, mais quand je vois ce que deviennent les pays dits développés aujourd'hui, bon, on se dit peut-être qu'il va falloir poser les questions autrement. Donc ce qui se passe, tout ce que nous faisons, les actions que nous posons au niveau local et au niveau sous-régional, et le dénominateur commun aujourd'hui, c'est qu'on n'agit pas dans l'intérêt des humains. On n'agit pas dans l'intérêt, dans la perspective de préserver les écosystèmes pour les générations futures. Les gens courent à U et à Ja pour survivre, vivre au jour le jour. Donc la question du coton, on a dit à mon pays que l'idéal, le développement passait par des cultures d'exportation. Nous avons exporté le coton, le café, l'arachide,
Et nous avons sacrifié les forêts et précisément pour pouvoir être dans le marché. On nous a dit à nous que pour être dans le marché, puisque nous n'avons pas d'industrie, nous devons vendre ces ressources naturelles. Aujourd'hui, la question, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus grave, c'est les ressources énergétiques qui sont en jeu. Nous, ce qui nous pend au nez, c'est que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, la question du Sahel, c'est ça. Quand on vous parle des Sahéliens, des djihadistes, des migrants et tout, posez-vous la question de savoir, mais pourquoi des gens qui vivaient en paix, subitement s'entretuent, et c'est des guerres sans fin. Mais c'est des guerres de convoitise des ressources naturelles. Du Kenya, d'un bout à l'autre du continent, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire à nous et qu'il faut dire à vous. Au lieu de vous apeurer, de vous donner l'impression que vous êtes en danger parce qu'il y a les migrants qui vont venir, hein, et voilà, parce qu'il y a trop d'enfants en Afrique, non. Les Africains peuvent vivre de leur richesse, mais à condition que d'autres ne considèrent pas qu'ils ont droit à une alimentation saine, que tous les déchets peuvent partir au sud, parce que nous, aujourd'hui, nous vivons de déchets. Tous les déchets. Quand je vous parle du coton, j'ai envie de faire court, mais c'est difficile de faire court, puisque le coton qui vient ici est transformé dans des usines ici, et quand il revient chez nous, coûte plus cher, on ne peut pas y accéder. Donc tous vos vêtements, tout ce que vous jetez se retrouve, ça ne va pas dans la poubelle, ça se retrouve aujourd'hui. Nos marchés sont inondés de déchets des pays riches qui font que même si nous voulons industrialiser, nous ne pouvons pas vendre. Les pauvres ne peuvent pas acheter des vêtements neufs, donc il faut acheter des déchets. Donc, en réfléchissant, je me dis, même les humains, on est considérés parce que vous regardez nos villes, chacun se cherche un petit coin pour vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il vend? Ce n'est jamais des biens transformés localement. C'est toujours quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ce n'est jamais des choses de qualité qui puissent nous permettre de vivre. Donc, pas de bonne santé, pas de nourriture comme il faut. Vous n'êtes même pas conscient du fait que ce que vous portez, ce que vous consommez, crée des richesses ailleurs et vous rend malade. Donc les femmes, le lien avec qu'est-ce que les femmes font dans tout ça? Est-ce que les femmes ont conscience de cela? Je ne crois pas. Ce que je vois en ce moment, au nom d'une certaine libération, et on donne l'impression, en tout cas aux Africaines, aux femmes noires, que s'émanciper, se libérer, c'est de devenir blanche. Voilà, donc de dos, vous ne reconnaîtrez pas une blanche et une non blanche. Et ce marché aujourd'hui, il y a un marché gigantesque de produits, de transformation des Africaines, et que les Africaines même veulent ça par-dessus tout. Exister aujourd'hui, c'est devenir autre que ce que tu es censé être dans ta peau, dans ta tête, dans tes cheveux de noir. Donc moi, le combat à mener aujourd'hui, libérer les Africaines aujourd'hui, ce n'est pas l'égalité avec les hommes, je m'excuse. Moi, je me suis toujours demandé où est l'intérêt d'être légal de ces hommes qui se cherchent, qui ont des problèmes. Donc le problème, c'est moins l'égalité aujourd'hui que l'accès à des connaissances qui permettent aux femmes de préserver leur santé, de préserver la santé de leur famille, de préserver leur vie et de faire de telle sorte que nos pays soient des lieux de création de richesses à partir de nos ressources et à partir de nos connaissances. C'est ainsi que nous pouvons conférer davantage d'humanité à notre monde et de dignité aux gens. Louisa? Depois de ouvi-la, eu assino embaixo também, mas ao mesmo tempo reconhecer que há sim um grande avanço no movimento de mulheres, né? No mundo todo, mas para nós lá, especialmente, tem um avanço, e esse avanço, o tamanho dele é também dito pelo número de mulheres hoje assassinadas. Esse egoísmo de que você fala passa também por esse lugar, assassinar mulheres. Porque a gente cresceu em diferentes tamanhos, né, em diferentes aspectos. Não falo do crescimento físico apenas,
né? Mas da intelectualidade, da resistência, do ativismo, da consciência de quem nós somos e de onde queremos chegar e aonde estamos chegando. E aí diferentes patamares nos matam. Em geral, quem nos mata é um homem. Eu pergunto também para cada homem que aqui está presente: que mensagem vocês querem deixar para a posteridade? Que modelo vocês querem oferecer para os novos? Para os novos homens, para as crianças que estão crescendo, que queiram ser homens. Que modelos vocês querem deixar para que elas se inspirem? Precisam pensar sobre isso. Porque em diferentes lugares do mundo, os homens estão matando as mulheres para negar a liberdade de ser. E o mais triste é que a gente passa 9 meses com o homem dentro da gente, depois com ele no peito e a vida toda com ele em nosso corpo. Isso é o mais triste. Então, quando a gente pensa sobre isso, aí eu volto, sabe, e pergunto a vocês: vocês homens, que mensagem querem deixar? Que modelo, que inspiração de homem querem deixar para os outros? Repensem-se e reajam, porque a história vai cobrar. Vai chegar um dia que a gente, mulher, vai ser só nós mesmos, vai continuar um matriarcado que foi antes, vai fortalecer esse matriarcado, porque a gente pode viver sem homens. E a gente sabe que pode gerar sem homens. Pode gerar 100 homens também. Bon, bah, je pensais pas être Então, engagée dans un projet révolutionnaire. Mas eu queria trazer um pouco mais também para dizer da pergunta que o companheiro fez inicialmente, que, sim, la question politique. Louisa, pardon, il nous reste très peu de temps. Il nous reste, là, on a dépassé le temps, donc si vous pouvez faire très court pour que Samuel puisse s'exprimer. On n'a plus beaucoup de temps, désolée. Mais on vous écoute, hein, mais c'est vrai que j'ai des contraintes. Tá certo. Dizer que no Brasil a gente hoje tem um governo que nós elegemos, tem mais de 500 deputados federais e apenas 100 são de nosso lado. Os outros são contra. Então, imagina governar um país com este povo. E esse povo contrário, esses 400, são aqueles que têm o poder de polícia, o poder da lei, são aqueles que mandam matar. São aqueles que mandam roubar, são aqueles que grilam as terras, são aqueles que são donos das mineradoras e das madeireiras, é aqueles que estão destruindo tudo, que faz o rio no Amazonas secar, que faz o boto cor-de-rosa morrer à margem sem água. São essas pessoas. Merci beaucoup. Merci. Muito Merci, obrigada Louisa. por essa oportunidade. Et Samuel, pour conclure, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais vous demander de conclure. Like we don't have much time anymore, so could you just conclude very quickly? As you are the producer of the film that we've seen and that really shaped the conversation, so maybe you have a quick word to close the conversation. Yes, before I give a quick conclusion. Yeah. I want just to make it brief that whenever we're just seated, maybe at your room, to your place, near a forum, let us think of one another. Let us think of our neighbors. Let us make this world a better place for all of us. Let us make it a perfect bed for everyone in all aspects. Thank you very much for being patient and for listening to us. We are hoping for more connection in the future. Thank you.